Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette conférence que nous avons décidé d'organiser à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. J'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Dominique Meurs. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes économiste et professeure à l'Université Paris-Nanterre, également directrice exécutive de la chaire Travail à PSC. Vous avez développé pas mal de nouvelles méthodes pour mesurer le plafond de verre et travailler les sujets avec le partenariat avec des grandes entreprises sur les inégalités de rémunération et de carrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai également Sandra Sancier-Sultan. Bonjour Sandra. Vous êtes directrice associée chez McKinsey et vous conseillez de nombreux clients dans le développement et la mise en œuvre de leurs programmes pour promouvoir la diversité et l'inclusion, notamment en matière de parité. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Ravie d'être avec vous. Et Sabine Lockman. Bonjour Sabine. Bonjour, vous êtes présidente de Vigeo Eiris, l'agence de notation extra-financière, et vous êtes également directrice monde de Moody's ESG Measures. Bonjour, ravie d'être là. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Karine Pichon, qui est la directrice finance et risque du groupe Coface, qui ne pouvait pas être en studio avec nous aujourd'hui, mais qui est en ligne. Bonjour Karine. Bonjour Safia. J'espère que tu nous entends bien. Très bien. Parfait. Donc ta présence aujourd'hui, c'est également au titre de ton rôle de sponsor du mouvement Women to Win qui a été lancé il y a 5 ans au sein du groupe Coface. Est-ce que pour démarrer cette discussion, tu pourrais nous donner un peu la genèse de ce projet et nous dire pourquoi il était important, notamment pour toi, mais également pour la direction de Coface, d'organiser cette conférence? Merci Safia et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse en cette journée internationale des droits de la femme d'introduire une discussion autour de la parité entre les femmes et les hommes dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas s'il est encore utile de rappeler que la mixité en entreprise, c'est un vecteur clé de succès, un facteur de performance. Il y a eu beaucoup de littérature dessus, beaucoup d'études, et c'est fort de ce constat et de cette conviction que nous avons décidé, comme tu viens de le dire, Safia, de lancer ce programme Women to Win. Il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Nous avons déployé, par exemple, l'index d'égalité professionnelle qui existe en France dans l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents. Cet index, vous le savez, vise à la fois à mesurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, mais également la représentativité des femmes dans le management des entreprises. Nous avons également décidé de mieux identifier parmi les femmes les leaders de demain, donc les identifier, les former, les accompagner dans ce chemin-là. Et c'est d'autant plus important que Coface est une société de service. Nous avons plus de 4300 collaborateurs dans le monde, dans 40 pays. Et le service, c'est la relation avec le client. Donc, nous avons besoin également de mettre en valeur et d'utiliser au mieux le potentiel de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons plus de la moitié des femmes de nos effectifs qui sont des femmes, donc c'était très important aussi d'être capable de les accompagner dans ce chemin-là. Également, et je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert en lançant ce programme il y a plus de 5 ans, ou découvert en tout cas constaté, nous avons plus de 40 pays dans lesquels nous avons des hommes et des femmes, et évidemment la place de la femme dans l'entreprise est très différente selon les pays. Alors, il y a des sujets de culture, il y a de l'histoire également dedans, et donc c'est très important pour Coface, qui est une société multinationale, de jouer ce rôle d'aider cette parité dans l'ensemble de ces pays-là, dans l'ensemble du monde. Et c'est ce que je reviens souvent dessus, c'est un sujet de culture d'entreprise, et c'est là où pour moi une société de la taille de Coface, et de par sa présence, a un rôle à jouer pour promouvoir cette parité. Merci Karine. Justement, on a vu que cette crise Covid a joué comme un accélérateur de beaucoup de tendances de société. On l'a vu avec la numérisation des économies. On l'a vu aussi dans l'évolution des prises de conscience sur la nécessité de la transition énergétique. La question qu'on voulait se poser aujourd'hui, c'était qu'en est-il de l'impact en matière de parité ? Au sein de Coface, notre métier, c'est de gérer les risques, de les analyser. Est-ce que, Karine, tu peux me dire
quels sont nos premiers éléments d'analyse sur voilà, en quoi la parité peut être un enjeu, un challenge en matière de risque économique? Tout à fait. Effectivement, notre métier, comme tu viens de le rappeler, c'est de gérer des risques. L'absence de diversité dans une entreprise est un facteur de risque. Hein. C'est une évidence. À partir du moment où on dit que la diversité permet de créer de la valeur, de ne pas avoir cette diversité, c'est quelque part se priver de cette performance à venir. Alors la crise, elle a creusé malheureusement les inégalités qui pouvaient exister sur ce thème. Nous venons de publier, nous publions des baromètres régulièrement. Nous venons de publier un baromètre trimestriel sur quels sont les secteurs qui sortent finalement grandis de cette crise. Et on y retrouve des secteurs autour évidemment de la technologie et du digital. Et c'est dans ces secteurs que les femmes sont très souvent sous-représentées. Sous-représentées en général. Hein, aux États-Unis, par exemple, il y a une étude d'une société Intello, qui est une société de ressources humaines de tech à San Francisco, qui a en fait indiqué qu'il y a moins de 20% de femmes dans les secteurs de technologie de pointe, et même moins de 10% quand on est sur le management. Donc nous avons une sous-représentativité je dirais, des femmes dans des secteurs qui sont des secteurs qui sont sortis de la crise et qui vont être clés aussi pour la relance. Et à l'inverse, et là peut-être là, je me réfère à McKinsey en la présence de Sandra, il y a eu aussi des études qui ont démontré que les emplois qui sont occupés par les femmes sont des emplois qui vont être beaucoup plus touchés par la crise parce qu'ils sont représentés dans des secteurs qui ont le plus souffert. Donc on a une situation qui quelque part a été détériorée par rapport à la situation d'avant-crise, alors même qu'on sait que la parité est un enjeu pour la relance de l'économie. Merci Karine, on y reviendra justement à cet angle sectoriel notamment. Avant de se poser la question de l'impact de la crise Covid, ce serait peut-être utile de revenir un peu à l'état des lieux, on va dire, avant cette crise sanitaire et cette crise économique sans précédent qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Dominique, quelle est votre analyse sur l'état des lieux pré-Covid ? Alors, sur l'état des lieux pré-Covid, j'ai envie de prendre une perspective très longue. Parce que quand vous avez posé la question quel est l'impact du choc Covid sur la parité entre les femmes et les hommes, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on a eu avant comme choc ? Eh bien, on a eu des chocs graves. Première Guerre mondiale, et soudain, et les hommes étant au front, les femmes sont venues occuper des places dans les usines et n'en sont pas reparties. Et même pendant la crise de 29 aux États-Unis, elles ne voulaient pas en repartir. Il y a eu une résistance. Ensuite, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, le choc, il a été plutôt après, dans la période de boom, parce qu'il y avait d'énormes besoins en main-d'œuvre qualifiée, qualifiée. Et là encore, les femmes ont pris possession de postes, et certaines législations comme le mariage ban ont été abrogées parce qu'il y avait besoin de gens qualifiés. Donc, deux crises majeures. Mais ce n'est pas ça qui a fait vraiment le tournant du siècle. Ça a été ce que Claudia Goldin a appelé la révolution tranquille, les années 60, la contraception. Soudain, on changeait, on avait une maîtrise de la fécondité, et donc on pouvait envisager des études longues, des carrières, et avoir un calendrier de fécondité qui était harmonisé avec ses volontés de carrière. Et ça, c'est ça qui a fait la grande montée de la parité, du taux de participation des femmes et de la montée des qualifications. Et alors donc la crise Covid là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce que d'un côté, on voit bien que ça a poussé en avant certains métiers qui étaient très féminisés, les métiers des services, la santé, l'éducation, plutôt dans le public, on y reviendra je pense. De l'autre côté, effectivement, ça affecté énormément des services où les femmes sont très présentes, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Donc là, il va y avoir quelque chose... Alors en fait, le grand risque moi, que je vois à l'issue de cette crise Covid, c'est un accroissement des inégalités entre les femmes, que ça va devenir un sujet. Notamment en fonction de leur qualification. Voilà. Le premier sujet n'est pas clos, mais va surgir ce deuxième sujet avec la crise Covid. C'est ma perspective.
Et Sandra, si on regarde, on va dire, un horizon un peu moins long, l'avant-Covid, qu'est-ce que vous avez publié pas mal d'études au sein de McKinsey. Quelle est votre vision on va dire, du rythme d'évolution, notamment en matière de parité dans nos économies ? Alors, écoutez, juste peut-être pour partager, moi je partage tout à fait ce que vous venez de dire, à savoir qu'on a quand même un point de départ, en tout cas pré-crise, qu'on peut qualifier de peut-être pas satisfaisant, mais en tout cas de privilégié en France, en tout cas par rapport à d'autres pays, en Europe par rapport à d'autres continents, dans ce qui a trait à la participation des femmes au travail. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le résultat de ce que vous évoquiez sur l'évolution des cultures, des mentalités et dans l'environnement légal. Pour la France, c'est aussi l'évolution du support pour qu'on puisse travailler, mais avoir les enfants qui sont gardés également. Ça nous a amené à une situation où, quand on regarde l'emploi, on a en fait 48,5% de l'emploi qui est aujourd'hui un emploi féminin. Donc ça, c'est une position de départ qui... On pourrait dire, ça y est, on y est. Alors, on pourrait dire, ça y est, on y est. On n'en était pas, tout à fait là. Mais peut-être pour dire, ça, c'est le point de départ. Nous, ce qu'on s'est posé comme question en 2019, donc juste avant la crise Covid, c'est qu'est-ce que va donner l'évolution du travail auquel vous faisiez référence, qui est la montée en puissance de la digitalisation, peut-être aussi les évolutions du climat. Que va donner l'évolution du travail, le futur du travail, ce fameux futur du travail, sur la parité? Et on a trouvé des choses, là aussi, en fait, plutôt positives, puisque en regardant l'évolution à 2030 sur la France et l'Allemagne, on l'a ensuite vérifié sur l'Europe, on s'est rendu compte qu'en France, mécaniquement, sans que rien ne change aux conditions de l'exercice, ce taux de participation des femmes allait monter de 48,5 à 48,8. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une croissance significative. Et le plus enthousiasmant, ça a été aussi de se rendre compte que, alors qu'on nous envoie un peu comme une tarte à la crème, le fait que la technologie va être la mort de tous les progrès qu'on a fait depuis un siècle, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait aussi vrai. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui les métiers qui ont un contenu technologique, eh bien, vous avez 49% de participation des femmes dans les métiers qui ont un contenu technologique, contre 51% pour les hommes. Ce qui est vrai, c'est quand vous regardez les métiers qui ont un contenu de technologie avancée, là, on passe à 43% pour les femmes, et donc 57% pour les hommes. Et ce sont ces technologies avancées qui vont beaucoup se développer dans le temps. Mais là aussi, gardons un petit peu de perspective, hein. Ils vont passer de 12% à 17% de nos économies. Dans le même temps, les métiers à contenu émotionnel important vont, eux, croître beaucoup plus. Alors ça m'intéresse. Quels sont ces métiers ? Écoutez, c'est tout ce qui va avoir un contact humain. Donc notamment dans le monde du digital, comme vous le savez sans doute très bien aussi dans votre métier chez Coface, on peut avoir beaucoup d'impact de données, de digitalisation, mais dans le même temps, on se rend compte que le contenu humain, émotionnel, d'expertise augmente aussi. Et donc ces métiers à forte composante émotionnelle, qu'ils soient commerciales, qu'ils soient dans la relation client, sont des métiers où il y a une part importante des femmes, et ces métiers vont croître en volumétrie bien plus que les métiers technologiques. La synthèse de tout ça, c'est qu'au fond, on est sorti de cette vision qui est très mécanique, hein. C'est un modèle mécanique. Ouais. Je ne vais pas vous apprendre comment faire le modèle, mais qui est un modèle mécanique, c'est, au fond, ça n'est pas une catastrophe. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-estimer pré-crise Covid et qui va être exacerbé par la crise, c'est le fait que tout ce mouvement de changement du travail va créer des vraies modifications d'un secteur à l'autre, d'une compétence à l'autre au sein de chacune des entreprises. De manière structurelle. De manière structurelle. Donc le défi de formation, de reformation va être majeur. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est comment les femmes, au-delà de cet effet mécanique, participent peut-être même de façon disproportionnée à l'effort de reformation. Cela est important parce que vous avez évoqué tout à l'heure le point des secteurs dans lesquels les femmes sont fortes ou sont plus présentes que d'autres. Donc la santé et les métiers du social. Oui. Les femmes représentaient avant la crise Covid 72% des emplois. C'est vrai. Et je trouve ce secteur absolument fascinant.
Parce qu'avant la crise du Covid, on imaginait à 2030 plus d'1 115 000 emplois futurs. Donc c'est un secteur à forte croissance, ça ne va pas s'arrêter. Néanmoins, c'est aussi un secteur emblématique, parce que quand vous regardez les différentes étapes de leadership, vous avez moins de 10% des femmes dans les postes de leadership, que ce soit dans l'univers hospitalier ou dans l'univers social. Donc ça m'amène à mon dernier point sur la situation pré-Covid. À la fois, en tout cas pour la France, franchement privilégiée par d'autres environnements, néanmoins incroyablement à la traîne sur le leadership. Les entreprises du CAC 40 ont en 2020 à peine 20% de leur comité de direction qui sont des femmes. Et quand on regarde le reste de leur pipeline de talents, ça dégringole incroyablement. Donc 48 ou quasiment 49% de participation dans les entreprises. Ouais. Et très vite, premier poste managérial, on est à 20%. Oui, c'est bien ces pipelines qui donnent le ton de ce qui nous attend aussi. Voilà, donc il y a une vraie nécessité d'accélérer à ce niveau-là. Sabine, le métier de Vigeo, c'est justement d'aller analyser les entreprises sur des critères extra-financiers, le E, le S et le G. Dans le S, évidemment, le sujet de la parité est un sujet. Dans le monde pré-Covid, quelles sont vos observations sur les progrès, j'ai envie de dire, des entreprises et encore les freins qu'il nous fallait surmonter? Alors, je vais pas complètement répondre à votre question, parce qu'en fait, nous, on est déjà dans la gestion ou dans l'accompagnement de la gestion d'aujourd'hui, et surtout d'anticiper au travers de choses à faire changer, effectivement, d'éventuels élargissements ou effets systémiques de l'impact de la crise Covid sur, effectivement, notre activité économique et, au-delà de ça, sur la vie, tout simplement, dans les pays, en société, en communauté. Et pour compléter ce que vous avez dit toutes les deux, peut-être 3 choses. La première, il y a quand même, et ça c'est un chiffre énorme, 1,5 milliard de femmes qui ont basculé du fait de la crise Covid dans ce qu'on appelle, non pas encore la paupérisation, mais en tout cas dans une fragilité extrême, puisque, et ça c'est une étude de la Banque mondiale, elles n'auront pour vivre au quotidien que 1,9 $ par jour. Donc on peut imaginer que, évidemment, 1,5 milliard de femmes qui viennent renforcer les populations déjà catégorisées comme étant des populations pauvres, qui de fait ne peuvent plus consommer des produits quotidiens qu'elles consommaient et qui faisaient d'ailleurs tourner une partie de l'activité. Voilà, ça c'est un premier problème tout à fait significatif et qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, vous l'avez aussi mentionné, 72% des soignants et des aidants sont des femmes. Et donc sont impactés par la crise. Et on parlait tout à l'heure en préparant le plateau, voilà, vous avez eu le Covid, et on ne veut surtout pas le revivre. Et au-delà du fait de l'avoir vécu, on sait que ça va provoquer d'ores et déjà des impacts sur le système pulmonaire, sur le système neurologique, etc. Peut-être sur la fécondité aussi des femmes. On n'en sait rien encore. Les scientifiques sont en train de travailler là-dessus. Donc de fait, on va avoir un impact immédiat et un impact à moyen terme qui vient du fait que à la fois 70% des soignants, des aidants sont des femmes, donc sont davantage contaminés et vont à terme, donc là on est sur le temps long, davantage payer les conséquences de cette contamination. Dernière chose, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que véritablement, on considère que cette crise, voilà, elle est aussi, c'est un paradoxe, mais elle représente aussi une opportunité, parce qu'elle permet de façon massive d'avoir des chiffres extrêmement parlants, et on est d'ailleurs aidé en cela par notamment les unes et les autres dans les travaux que vous faites dans vos entreprises, pour dire, attention, de façon massive, une partie de notre économie représentée par les femmes n'est plus en capacité de se développer, et donc la reprise et la relance dont on parle va être lourdement impactée si nous n'agissons pas maintenant. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un message où les études, les analyses sont extrêmement utiles pour à la fois mesurer en tant que tel, étudier quels sont les impacts générés et prendre des décisions, notamment d'investissement,
notamment au travers de ce que vous disiez, Sandra, sur l'accompagnement pour qu'il y ait davantage de femmes dans les postes de leadership, mais également davantage de femmes dans les postes de direction en tant que telles, et pas simplement dans les boards. Hein, voilà, parce que on a la loi Copé-Zimmermann qui a effectivement, en France notamment, et qui fait qu'on caracole en tête dans les panels mondiaux, puisqu'on approche, on est à 43,6% de femmes dans des positions de board. Mais derrière, quand on regarde dans les COMEX, les comités de direction, paf, on dégringole, même si on est plus élevé que la moyenne des pays européens et beaucoup plus élevé que les pays nord-américains et l'Asie. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir. On a toutes les données et les analyses qui permettent de dire on a la capacité d'investir, de faire différemment, et notamment de mesurer. Alors j'ai apporté ça pour que... on parle beaucoup des objectifs de développement durable qui ont été lancés par les Nations Unies, il y a quelques années, en 2015, au nombre de 17. Et on voit d'ailleurs de plus en plus d'entreprises qui, dans leur stratégie, d'ailleurs poussées aussi par les femmes qui sont dans les COMEX, les comités de direction, et même de plus en plus d'investisseurs qui disent qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous gérez la transformation de l'économie en vous appuyant notamment sur ces objectifs de développement durable, au sein desquels vous avez à la fois des objectifs que vous pouvez mesurer et des impacts que vous pouvez mesurer. Bien sûr. Voilà. On y reviendra justement à cet ODD numéro 5 qui est dédié justement à la parité et à l'autonomisation des femmes et des filles. On va du coup creuser un peu cet impact Covid, vous l'avez déjà un petit peu adressé. Si on démarrait par la sphère publique, Dominique, qu'est-ce que vous avez observé sur l'impact de la crise Covid dans ce domaine-là ? Alors, sur la sphère publique, on l'a déjà mentionné, il y a en fait deux secteurs qui sont très importants en nombre et en fonction, c'est la santé et l'éducation. Ouais. Ça, c'est vrai. Qui sont à dominante féminine dans les écoles, c'est 85% d'enseignantes. En santé, vous avez les aides-soignantes, les infirmières. Alors, pour la médecine, ça va pour les deux... Bon, il y a plus d'hommes, oui. Mais il faut quand même... 60% de femmes dans les nouvelles promotions, donc ça monte. Mais ça rassure. Mais ça monte beaucoup parce que là, effectivement, dans les études de médecine, les filles sont maintenant majoritaires et vont jusqu'au bout. C'est lent parce que les mandarins défendent leur position, mais là, il y a de l'espoir. Alors, la crise Covid, moi, je pense que ça a mis un projecteur sur ces secteurs qui étaient en fait un peu ignorés. Enfin, on ne parlait pas de la fonction publique, non, c'était un non-sujet. Ça avait quand même émergé au moment du débat sur les retraites. Oui. Parce que brutalement, la fonction publique s'est rendue compte qu'il y avait des inégalités en son sein liées aux primes, au régime des primes, qui faisait qu'à coefficient égal, certains bénéficiaient de primes à hauteur de 20-25% de leur rémunération, de primes qui étaient juste intégrées dans leur salaire et qui ne correspondaient pas à des spécificités. Et bizarrement, il y avait deux secteurs qui n'avaient pas de primes, l'éducation et la santé, et c'était les secteurs dans lesquels les femmes étaient majoritaires. Donc déjà, il y avait eu ce clash interne qui avait révélé que dans la fonction publique, c'était inégalitaire aux dépens des femmes en raison de ce régime indemnitaire, sous une apparence d'équité. Et puis avec la crise Covid, soudain on s'est rendu compte que oui, c'était quand même des secteurs déterminants pour le bon fonctionnement de l'économie. Et donc il y a eu une réhabilitation des biens publics dans cette phase Covid. Je ne sais pas si elle va durer. Je suis assez pessimiste, en fait. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans le grand public, il y a eu prise de conscience que la société, toutes les sociétés, ça vaut pour la France, mais ça vaut pour tous les pays, le système de santé, le système d'éducation, c'est un bien fondamental. Et c'est un bien fondamental aussi pour la transition écologique. Si on se place dans cette articulation crise Covid, crise environnementale, c'est les deux. Et donc, on peut espérer peut-être qu'il y aura un renforcement et peut-être aussi, moi c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'il y ait plus
perméabilité entre le secteur privé et le secteur public. Je trouve que c'est raisonner avec cette frontière en disant c'est deux mondes différents. Non, c'est pas vrai. C'est pas deux mondes différents. C'est pas si français que ça. Il y a d'autres pays où on a par exemple en Suède, vous avez les femmes, elles sont dans la fonction publique, les hommes, ils sont dans le secteur privé. Mais il y a plus de perméabilité. Et ça, c'est ça qui serait en fait le mieux, c'est d'avoir une meilleure circulation pour redonner plus d'opportunités à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire sur la fonction publique. Dans le pendant de tout cela, c'est ce fameux secteur privé. Sandra, qu'est-ce que vous avez observé, si on rentre dans ce détail-là, de l'impact de la crise Covid? Je pense que vous aviez notamment mené quelques études depuis le début de la crise sur les femmes dans le monde du travail, dans le monde Covid. Oui, alors on n'a pas obligatoirement complètement séparé secteur public, secteur privé, mais ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est de suivre l'évolution. Parce que c'est vrai que nous étions très inquiets sur l'impact que la crise Covid elle allait avoir, sachant que les crises précédentes ont à chaque fois été plus dures pour les femmes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une enquête sur 11 pays, en essayant d'avoir à la fois des pays développés d'Amérique, d'Europe, mais aussi des pays en voie de développement. Et ce qui est sorti de cette enquête, c'est que tous les salariés partout dans le monde, ont en fait vécu une crise terrible sur leurs inquiétudes par rapport à leur travail, par rapport à leurs perspectives de carrière, par rapport à leur charge mentale, etc. Donc tout le monde est touché. Mais les femmes sont une fois et demie plus que les hommes touchés par le sujet de la charge de travail et de la charge mentale. Et elles sont beaucoup plus nombreuses à indiquer vivre et souffrir d'une charge mentale sévère. Et ça, c'est quand même extrêmement frappant, et c'est vrai dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Quand on creuse un petit peu ce qui est en sous-jacent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà ce sujet de la charge de travail tout court. Donc, comme vous le savez, même si on est très fiers d'être dans un pays qui a fait un long chemin sur la partie égalité homme-femme, on est quand même encore un pays où, chaque jour, les femmes travaillent 2h40 de plus que les hommes. Malgré ça, elles continuent à vivre plus longtemps. Donc, franchement, c'est relativement impressionnant. C'est impressionnant. Mais ce 2h40, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise. Quand vous regardez, on a des données sur les États-Unis. Aux États-Unis, les femmes ont en moyenne travaillé 3 heures de plus par jour qu'avant la crise. Soit pour s'occuper des enfants, soit pour s'occuper donc le travail à l'école en plus de la maison, mais aussi pour s'occuper des parents. Et donc ça comprend aussi le travail non rémunéré. C'est l'ensemble du travail non rémunéré essentiellement. Mais ce que ça représente, c'est un part-time job, c'est un half-time. Vous faites un mi-temps en plus de ce que... Et donc l'implication de ça est très forte sur le moral. La deuxième chose qui est très frappante, c'est qu'elles sont davantage touchées. Et donc on avait la discussion, est-ce que c'est le cas qu'aux États-Unis, est-ce qu'on verra la même chose ou pas en France? En tout cas aux États-Unis, dans les premiers chiffres du chômage publiés, quasiment 2 fois plus de femmes que d'hommes. 1,8 fois. Pour vous donner le comparable, quand on avait fait nos modèles économétriques qui étaient juste une application mécanique, on n'était absolument pas dans ces proportions-là. Donc il y a vraiment eu, au-delà des secteurs dans lesquels elles sont employées, il y a eu, quand il s'est agi de se séparer de personnes, on s'est séparé davantage de femmes que d'hommes. Alors on peut se dire en France, ce sera différent du fait du poids de la santé, du fait du poids de l'emploi public, comme vous l'évoquiez dans nos préparations. Néanmoins, il y a un sujet de culture. Il y a une enquête sur les cultures, sur les valeurs qui existent dans différents pays, qui montre qu'en France, comme dans d'autres pays, quand il est perçu à la fois par les hommes et par les femmes, plus légitime pour un homme de garder son emploi que pour une femme de garder son emploi. Donc j'ai quelques éléments d'inquiétude néanmoins sur l'impact de la crise Covid à ce niveau-là. Les femmes sont aussi davantage dans les situations professionnelles informelles, c'est-à-dire que effectivement les plus fragiles, voilà, notamment le travail non déclaré.
La croissance des inégalités intra-femmes. Exactement. Donc la croissance des inégalités, c'est précisément ça que je voulais dire, entre les hommes et les femmes, a explosé. Et elle n'est pas prête de s'arrêter aujourd'hui. Enfin, c'est parti. Oui, elle est représentée dans les emplois précaires. Oui. Bah oui. Alors dans le même temps, quand même, il y a des éléments d'espoir sur l'impact de cette crise Covid. Ce que notre enquête a montré, c'est que 9 entreprises sur 10 déclarent en fait continuer leurs efforts en faveur de la diversité. Oui. Mais ça, en France, ça n'a pas freiné. Partout dans le monde, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent en France. Donc il y a eu une prise de conscience. Moi, je pense que la prise de conscience n'est pas allée jusqu'au bout, parce que quand on demande aux salariés, il y en a 1 sur 6 qui pense qu'effectivement son entreprise a fait des efforts sur sa charge mentale. Donc il y a une volonté au global de maintenir les efforts sur les actions. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu la réalisation de cette différenciation entre quand on est un homme, quand on est une femme. Par ailleurs, si on a un parent, quand on est parent de jeunes enfants, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Donc cette perception et ce travail sur les différentes populations de salariés, comment on les accompagne, parce que le poids de cette crise n'est pas le même pour chacun ou chacune. Justement, le poids et le coût. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la précarité dans laquelle les femmes peuvent se retrouver davantage que les hommes, et puis le sujet des familles monoparentales. Effectivement, ça c'est le public fragile, précaire, et effectivement 80% des familles monoparentales sont conduites par des femmes. Donc forcément, c'est vraiment la figure de la pauvreté aujourd'hui, c'est les familles. Et puis vous aviez conduit une enquête en 2015, qui est très connue, qui avait matérialisé que 28 000 milliards de dollars. Non mais c'est vrai. Complètement. Donc était perdu du fait de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc ça représente 26% du PIB en 2025. Donc c'est juste. On pourrait rajouter la Chine. La Chine et les États-Unis à l'économie mondiale. Exactement, si on atteignait la parité. C'est absolument considérable. Et je pense que c'est pas mal pour les sceptiques, ceux qui se disent finalement est-ce qu'il y a de la création de valeur à travers cette parité. C'est important de le dire. Ça se mesure, ça se calcule. Donc effectivement. Oui, et puis la parité dans l'entreprise, le rééquilibrage des salaires, une attention particulière, comme vous l'indiquiez, dans l'accompagnement tout au long de la carrière, etc., a un impact direct sur la capacité de la personne à consommer. Et un impact direct sur sa capacité à soutenir un effort d'amélioration. Donc quand elle est directement impactée, parce qu'effectivement, il y a l'effet Covid immédiat et qu'ensuite il n'y a pas une attention particulière du management et des budgets et effectivement une mesure d'impact dans le temps, voilà, ça produit des effets très négatifs. Oui. Tout à fait. Vous évoquiez tout à l'heure un sujet que je trouve intéressant, Dominique, sur l'inégalité entre les femmes. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet-là ? Oui, ça c'est un sujet qui s'est développé en fait aux États-Unis dès les années 90. Ce constat qu'on avait donc une montée des diplômes des Américaines, donc montée en qualification, qu'elles avaient des enfants et qu'elles les faisaient garder par des jeunes femmes non diplômées. Et donc on avait cette thématique de en fait, la montée en qualification de certaines dépendait du maintien d'une main-d'œuvre que vous dites précaire, non qualifiée, étrangère, des choses. Oui, bien sûr, immigrée, bien entendu. Et donc on a eu et ça a été mesuré par certaines études américaines que les inégalités intra-femmes avaient énormément augmenté, plus que chez les hommes, que les inégalités. Enfin, maintenant, c'est certainement modifié parce que les inégalités avec les hommes ont franchi des tels sommets que c'est un peu difficile à dire. Mais ce mouvement-là, finalement, qu'il y a deux types de femmes, de polarisation entre les femmes qualifiées, executive woman et tout ça, et puis celles qui sont plutôt dans des métiers non qualifiés, précaires et sans formation. Et ça, on ne le constate pas trop en Europe, mais ça peut venir. Je pense que ça arrive quand même, mais pas, pas avec l'ampleur. Moi, j'aurais tendance à dire que ça se résorbe très rapidement. Vous voyez, pour avoir eu ma première fille aux États-Unis, je peux vous dire que le salaire d'une nounou aux États-Unis, c'était mon salaire à moi en France. Donc, je pense que ça se résorbe. Personnellement, je pense que ça se résorbe assez rapidement. Quand on prend un point de vue économique, en fait, quand on regarde par rapport aux 28 000 milliards que vous évoquiez, en fait, il y a 3 leviers. Il y a la moitié
de cette croissance économique qui est juste à notre main, la moitié, c'est une plus grande participation des femmes au monde du travail. C'est ça, déjà. Mais ensuite, il y a un quart qui est que les femmes participent dans des secteurs à plus forte productivité. Et après, on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que quand elles participent, elles travaillent le même nombre d'heures, ou en tout cas plus d'heures que ce qu'elles ne travaillent parfois. Donc c'est participation, le nombre d'heures, et ensuite les secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir certaines économies comme la Suède, qui ont de façon très déterminée choisi d'aller vers une plus grande diversité secteur économique par secteur économique entre hommes et femmes, dans les deux sens. Et je trouve ça particulièrement intéressant, parce que vous voyez que la santé soit à 72% femmes, je pense que c'est potentiellement un sujet. Je pense que la diversité doit être dans les deux sens. Et je me souviens d'avoir partagé avec des collègues en Suède des secteurs comme la construction. Il y a eu un effort particulier, et il y a aujourd'hui des femmes dans la construction en Suède. Ça nous fait rêver. C'est intéressant, en tout cas. Mais c'est là où du coup, je rebondis, parce que j'ai mon petit papier, mais parce que tout le monde ne connaît pas encore les ODD. Je n'ai aucune action dans les ODD. Donc, c'est 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies en faveur d'un monde plus durable, meilleur pour tous. Voilà. Et nos équipes, Vigeo Eiris et Moody's ESG, ont donc fait un travail qu'on publie et qui matérialise que, première chose, vous manifestiez tout à l'heure qu'il y a ce fameux objectif de développement durable numéro 5 qui prône et qui pousse les investissements et les actions au sein des entreprises à faire en sorte que l'égalité salariale, mais aussi l'autonomisation des filles et des femmes ça bénéficie d'investissements. Pourquoi ? Parce que ça permet un meilleur accès à l'emploi et notamment aussi à l'égalité au travail. Ça permet aussi d'ouvrir des opportunités pour pouvoir développer l'accès à des produits et des services utiles aux femmes, parce qu'on n'en parle pas non plus suffisamment. Ça permet aussi de développer des conditions de santé au bénéfice des femmes. Moi, je me souviens d'un moment où je me suis beaucoup investie dans la lutte contre l'endométriose. C'est scandaleux qu'aujourd'hui encore, il n'y ait pas des axes prioritaires pour investir dans la recherche pour que les femmes qui impactés par l'endométriose, qui les, pendant une semaine ou 15 jours, les clouent au lit, et donc impactent leur productivité et leur capacité de se développer dans leur carrière. Voilà, on n'est pas davantage de recherche pour lutter contre cette... C'est un handicap. Voilà. Et puis aussi, davantage de femmes aussi dans les marchés financiers. Davantage aussi de capitaux investis dans les activités qui sont conduites par des femmes. Oui. Donc ça, je crois que l'entrepreneuriat au féminin peine à aller chercher à trouver les capitaux dont elles ont besoin par rapport à l'entrepreneuriat au masculin. Voilà. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce qu'on voit se matérialiser de plus en plus, que quand même les investisseurs aussi, comme les entreprises, se rendent compte qu'en bout de chaîne, il y a des consommateurs, en bout de chaîne, il y a des clients, en bout de chaîne, il y a des chaînes qui, si on n'investit pas, on n'est pas attentif à cela, ça va produire des effets négatifs, ou en tout cas, l'impact négatif de la crise va se ressentir de plus en plus durablement, et se disent, bon, il faut qu'on agisse. Et là, on est en train de passer d'une approche qui était, on dédie des fonds pour soutenir le microcrédit, qui est traditionnel notamment avec les banques de développement, qui finançaient beaucoup des microcrédits. Nous, on accompagne dans ce qu'on appelle des second party opinion, des social bonds, l'émission d'obligations qui viennent soutenir le financement de projets dits sociaux, mais qui en fait financent des entreprises notamment conduites par des femmes. Mais on est en train de passer au méga investissement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que brusquement, les investisseurs, comme les entreprises, se disent, voilà, ici, et là encore je reviens sur vos chiffres, ou d'autres qui ont été notamment publiés par la Banque mondiale, il faut investir dans cet axe-là pour pouvoir effectivement faire redécoller ou décoller une partie de l'activité au niveau de l'ensemble du monde, qu'elle soit plus particulièrement sur certains secteurs ou dans certaines régions ou globalement sur certains types de produits et de services, parce qu'il y a un effet mécanique qui est visible maintenant de plus en plus comme le nez au milieu de la figure et sur lequel il faut qu'on agisse. On parle d'investissement genré à l'anglo-saxonne. Oui, c'est ça. Effectivement, on parle d'investissement genré. On retient l'expression parce que c'est vrai que c'est pas très connu, mais et je pense qu'on va en parler de plus en plus parce que là encore, quand vous discutez avec des asset managers, des asset owners,
des banques, des assureurs. Oui, les institutionnels Les institutionnels commencent à se positionner et là encore sortent de ce qui historiquement était un accompagnement majeur, extrêmement utile en faveur du microcrédit, à quelque chose de beaucoup plus ample, en comprenant bien que effectivement il y a une dimension où, y compris les entreprises, vont passer d'une approche, j'allais dire RSE, responsabilité sociétale, etc., à une approche ESG. Oui. Avec, on veut produire de l'impact, on veut effectivement, et je retiens Sandra ce que vous disiez qui est absolument juste sur, il faut qu'à côté de tout ce qu'on a appris de cette période, et notamment de l'accélération du digital, il y ait cette partie émotionnelle, cette intelligence collective. Et on va la voir, je pense, très clairement portée par ces investissements qui vont venir, là aussi, réconcilier le capital et l'humain. Et je pense que ça, c'est un des vecteurs sur lesquels il faut qu'on insiste, où nous, femmes qui sommes dirigeantes, actives, etc., où on a une capacité d'influencer, une capacité de décider, voilà, on pousse pour que ça aille dans ce sens-là. Justement, en préparant cette conférence, Sandra, vous évoquiez un risque qui est vraiment la sortie des femmes du monde du travail. Je trouve le point très important à adresser et en même temps très inquiétant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, je ne suis pas sûre que je puisse en dire plus, si ce n'est de le constater et peut-être de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher. Oui, tout à fait. Le constater parce qu'il y a une charge de travail qui a été lourde, mais il y a surtout une charge mentale qui a explosé. Se demander comment on peut le traiter. Moi, je reviens sur le fait qu'il faut déjà se rendre compte, quand on est une entreprise, qu'on a différentes populations à gérer. Et à nouveau, là-dessus, du coup, être aussi très inclusif. Oui. Les femmes ont vécu cette crise différemment. Les parents de jeunes enfants ont vécu cette crise différemment. Je confirme. Et d'ailleurs, il faut savoir que les autres types de diversité ont aussi vécu cette crise différemment. Quand vous êtes d'une diversité d'origine, ce qui est une discussion qu'on peut avoir dans d'autres environnements que le nôtre, eh bien, les populations qui sont d'une diversité d'origine par rapport aux pays dans lesquels elles sont, ont encore eu plus peur, ont très peur sur leur perspective de carrière, etc. Donc pour moi, la réponse, c'est de comprendre, je crois que c'est le mouvement que vous évoquez, de comprendre ce qu'est le vécu, de comprendre ce que sont les besoins spécifiques, et d'être dans l'accompagnement, parce que là où je suis intimement convaincue, la valeur économique de la diversité est énorme. Et donc, si vous êtes... et elle ne cesse de grandir. Quand on mesure les entreprises, nous on suit des panels d'entreprises dans le monde entier, et on regarde la diversité de leur comité exécutif. Eh bien, quand on regarde la surperformance de ces entreprises, qui est systématique, on regarde leur surperformance par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Cette surperformance... C'est aussi ce qui draine ces capitaux dont on parlait. Cette surperformance, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc elle est passée de 15% à 21%. Ouais. Donc cet avantage compétitif n'arrête pas d'augmenter. Donc pour moi, je pense que c'est prendre conscience que c'est encore plus important qu'avant, que les besoins des populations dans votre entreprise sont différents. Et surtout être là et adapter le support. Si je peux me permettre quand même sur cette question du taux de participation des femmes, je ne pense pas qu'on aura un recul du taux de participation absolu. Mais par contre, on en avait déjà discuté, c'est le temps partiel qui est le danger. Possible. Parce que qui est un frein aussi. On parlait de leadership au féminin. Qui est une forme d'inactivité, d'activité à temps partiel. C'est une activité. Et dans les entreprises, effectivement, c'est ça le risque des parcours qui passent par le temps partiel et qui progressivement sont... Je partage. Mais alors juste pour vous raconter, c'est avec une autre grande... une personne incroyable qu'on a en France qui se bat pour la diversité depuis des années, elle m'avait dit il y a maintenant 10 ans, elle m'avait dit il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir de contagion culturelle par rapport à des pays notamment comme les États-Unis. Et elle m'avait dit qu'aux États-Unis, ce qu'elle voyait arriver, c'était la montée en puissance de l'enfant roi. Oui. Et c'est vrai quand vous voyez ce qui est une très grande différence par rapport à notre vécu culturel en France, où d'avoir une maman qui travaille, c'est pas un problème, c'est normal. Aux États-Unis, la montée en middle class, l'enrichissement,
s'accompagnent beaucoup de femmes qui arrêtent de travailler. Donc moi, j'applique la dédication c'est absolue de la mère. Voilà. Donc moi, sur ça, j'ai des interrogations. Parce que je vois une partie de nos jeunes qui ont cet appétit-là et je vois, mais c'est pas une statistique, que les femmes, les jeunes femmes ont tendance à être plutôt celles qui se posent la question de changer de cheminement plus que les hommes. Sur les statistiques, ça marche. C'est-à-dire que la maternité, quand on regarde les parcours en comparant, on a vraiment le décrochage après le premier enfant. Un décrochage majeur qui dure 6 ans, évidemment. Bizarre. Et qui s'explique, alors, pour les personnes les moins qualifiées, par un retrait du marché du travail, congé parental. D'accord. Mais pour les personnes plus qualifiées, ça va être une diminution du nombre d'heures et puis moins de promotion. Et donc, oui, c'est chiffré, c'est important et c'est une des causes du maintien des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Ouais, alors j'allais dire aussi qu'il y a un sujet pour le coup au sein des entreprises où c'est important d'avoir des espaces de discussion. On peut aussi faire de la pédagogie sur les impacts. Je reviens à ça parce que pour avoir dans plusieurs structures eu ce genre de discussion, à la fois sur le temps partiel, les congés maternité, parentaux. D'ailleurs, on voit les hommes de plus en plus prendre des congés parentaux. D'abord, c'est la loi en France notamment, parce qu'on est passé à un congé parental d'un mois. Mais obligatoire. Paternité, paternité, merci de paternité. Non, vous avez raison. Paternité, c'est un lapsus. Paternité, mais malgré tout, un espace où parler. Parce que moi, j'ai souvent eu ça, c'est-à-dire des jeunes femmes ou des jeunes mamans qui prenaient ce temps, qu'il soit partiel ou au travers de congés parentaux, mais qui le faisaient avec plein, d'enthousiasme et de bonheur, ce qui est absolument logique et normal, et en même temps qui n'anticipaient pas ce que ça veut dire ou ce que ça peut provoquer comme impact. Et de ce fait, elles ne préparent pas ou le retour à l'emploi, entre guillemets, ou mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, de combien j'ai besoin pour vivre. Parce qu'il y a ça aussi, développer une culture économique, j'ai besoin de combien pour vivre et pour avoir mon projet familial, personnel, etc. qui se développe, et donc être vraiment quasiment leur propre chef d'entreprise en tant que tel pour anticiper ce qui va se passer si elles n'agissent pas, parce que personne ne va le faire à votre place, et du coup être source de propositions. Parce qu'à l'inverse, celles qui reviennent et qui ont des propositions, en tout cas de mieux en mieux, c'est entendu, c'est pris en compte. Donc je pense qu'il y a une pédagogie, une éducation. Au passage, ça aura un effet bénéfique sur le développement du leadership, sur le fait qu'on n'est pas des victimes, mais on est proactive, et qu'on arrive avec des solutions. Et il y a des entreprises qui, effectivement, de plus en plus accompagnent les retours de maternité pour pousser, pour faire attention à ça. Absolument. Et juste pour moi, en tout cas, à titre personnel, je pense que ces congés parentaux sont un très beau progrès. Je pense que c'est comme pour les actions en faveur de la flexibilité du travail. Nous, quand on benchmark les entreprises et comme vous le disiez, quand on les accompagne, ce qu'on regarde, c'est à quel point ces actions sont aussi bien vraies pour les hommes que pour les femmes. Oui. Il faut inverser le truc. Donc, qu'il y ait de la flexibilité, c'est super. Oui, parce que les Par hommes contre, il doit y avoir autant d'hommes congé paternité. N'osent pas. En tout cas, il faut. Oui, il y a un effet générationnel. Il faut que ce soit égalitaire. Tout ce qui est entre guillemets, plus paritaire est super. Vous parliez tout à l'heure du coup de l'attention qu'on doit porter à cette diversité au sein de l'entreprise. Dominique, si on aborde les leviers, parce que c'est un peu ça l'objectif aussi, quels sont-ils ? Vous me parliez tout à l'heure de la formation notamment. Le levier de base, c'est l'éducation, mais dès la petite enfance, dès la crèche, dès la maternelle, il faut avoir une attitude. Enfin, il faut réformer la façon dont on enseigne en fait en France. Ça, de façon générale, il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est la professeure qui le dit. Mais du point de vue il faut qu'il y ait une attention au genre, au fait qu'on construit le genre dès la crèche, dès la maternelle. Parce qu'avec des attitudes où on laisse les garçons prendre plus d'espace, occuper toute la cour, on dit que c'est l'heure des mamans pour venir récupérer les enfants, ça c'est dramatique. L'heure des mamans. Pourquoi est-ce que c'est l'heure des mamans ? Donc il y a, alors là je voudrais vous rejoindre sur le problème culturel, il y a énormément à faire pour
juste ouvrir, montrer qu'il y a d'autres modèles, d'autres possibilités, laisser plus de choix. Parce que là, sinon, on les enferme dans un certain schéma. Alors, on comprend qu'ils veuillent s'enfermer dans ce schéma, comme on a vu avec les ABCD de l'égalité, où il y a eu une levée de bouclier des mères. On comprend ça parce que ça bouscule. Ça remet en question elle-même. C'est vrai que le changement, l'être humain par essence, c'est toujours réfractaire au changement. Donc surtout pour ses enfants. Oui. Surtout pour ses enfants. On les veut les protéger, etc. Donc on comprend. Mais c'est pour ça qu'il faut faire, à mon avis, vraiment une politique juste de discussion et essayer d'être attentif et ouvrir les possibilités, montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et aussi ouvrir les yeux de nos filles. Et des pères. Les yeux des pères, de nos filles, c'est-à-dire que tout est accessible. Et des enseignants aussi. On parle d'orientation professionnelle, effectivement. Et puis après, effectivement, il y a le schéma des orientations professionnelles au niveau du lycée, où il faut, là encore, ouvrir plus, montrer aux filles qu'il y a des possibilités en STEM, parce que c'est un secteur dominant. Et là, il y a eu des expériences très intéressantes par la Fondation L'Oréal des mentors. Enfin, juste une conversation d'une heure d'une chercheuse dans une salle de classe a abouti à ce qu'une partie des filles ont choisi des orientations en maths et en sciences parce que ça leur a ouvert des horizons. Et ça, j'ai trouvé cette expérience fascinante parce qu'elle n'est pas très chère. Oui, parce qu'en plus, vous soulignez quelque chose de façon induite, c'est que les enseignants, en fait, ne sont jamais sortis de l'école. Et qu'historiquement, notamment en France, l'enseignement n'a rien à voir avec l'entreprise ou l'économie, ce qui est une erreur fatale. Donc c'est vrai que mieux on ouvre le monde de l'éducation à des expériences de la vraie vie, et notamment qui permettent de voir toutes ces évolutions. C'est comme... Non, mais ce que je veux dire quand je parle de la décloisonner, en tout cas. Je fais exprès, c'est décloisonner parce que c'est la vraie vie. Voilà. Et qu'on fait rentrer ce monde dans le monde de l'éducation, on aide et les parents et les enseignants. Et je pense que voilà, c'est quelque chose de mieux vertueux que ce qui existe aujourd'hui, même s'il y a déjà des initiatives qui sont prises, il y a déjà des actions qui sont conduites. Il ne faut surtout pas généraliser. C'est important. Mais c'est encore très timide, surtout en France. Où ce n'est pas assez valorisé. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une reconnaissance qui est claire. On ne peut pas évoquer ce sujet de la parité sans parler des quotas. Il y a 10 ans, c'était un peu tabou. Même les femmes, nombreux profils de femmes étaient contre. On voit que la tendance évolue et c'est pour vous une bonne chose. Est-ce que vous pensez que les quotas sont un levier efficace si on veut accélérer le mouvement de la parité ? Je ne dirais pas que c'est une bonne chose. Je dirais que c'est un mal nécessaire. Voilà. Parce que sinon, on ne progressera jamais. Mais du coup, le coût de transition est très élevé pour les femmes qui le subissent. Oui. Parce que les quotas, ça veut dire... pour le CAC 40, c'est autre chose. Mais le quota, ça veut dire que systématiquement, il faut être présent à des réunions administratives. Il faut les 40%, les 50% de présence. Or, pour qu'ils se portent sur un vivier de femmes qui est relativement limité. 20-80. Donc, le 40-50%... est difficile à atteindre. Il est difficile à atteindre. Il fait qu'on se retrouve à accumuler beaucoup plus de charges quand on est en position parce qu'on est femme et que oui, il faut faire les quotas, etc. Mais il faut bien reconnaître que ça a un coût de transition et puis que c'est pas merveilleux, mais c'est pour lancer la machine. Ouais. Moi, je pense qu'il faut pas. Moi, je le pense pas comme un sujet de quotas. Moi, je pense que on a dans tous les grands pays développés, et en France en particulier, on avait en 1970 56% de femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire qu'il y a déjà 50 ans, il y avait plus de femmes dans le pool de talents que d'hommes. Et malgré ça, on n'a toujours pas un pourcentage mesurable de femmes à la tête des grandes entreprises de ce pays. Donc pour le coup, pour moi, ce n'est pas un sujet de quota, c'est un sujet d'équité. Et par rapport à ce sujet d'équité, c'est aussi un sujet de performance. Et donc, quand vous êtes le dirigeant d'une entreprise, que vous donnez à des personnes des objectifs de croissance et des objectifs de rentabilité, si ces personnes n'atteignent pas leurs objectifs de croissance,
vous avez une discussion musclée. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs de croissance parce que vous pensiez que ce n'était pas la bonne chose à faire, que la croissance allait être une croissance non rentable, vous avez une très bonne discussion sur le sujet. D'accord ? Pour moi, il faut faire la même chose avec les sujets de diversité. C'est bien pour ça que, pour aller dans votre sens, le sujet de la performance n'est pas simplement qu'un sujet financier, mais aussi un sujet extra-financier. On revient sur la partie ESG, qui est la préhension des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, à côté des risques financiers. Puis d'ailleurs, les risques ESG intègrent aussi évidemment des éléments financiers. Et d'ailleurs, les risques financiers intègrent aussi des éléments ESG. Je rappelle juste, pour faire un peu de pédagogie, un risque crédit, c'est un risque de solvabilité. Oui. D'accord ? Quand un risque ESG, c'est un risque de durabilité sur le moyen long terme. Pour moi, l'éducation, et notamment le leadership à développer, et d'habiter ces deux éléments, ces deux composantes de la performance, pour être capable, quand il y a la mise en place, le travail sur l'élaboration des budgets, la mise en place des objectifs, de dire, pour atteindre la performance dont on a besoin, il faut telle et telle composante. Et quand on a une discussion effectivement, j'allais dire très genrée et historiquement fondée sur des éléments de performance financière, c'est compliqué. Parce qu'en fait, la personne qui pousse dans ce sens-là a un référentiel de la performance qui est très financier. Mieux on développe l'éducation sur l'appréhension de la gestion des risques extra-financiers, leur impact, puisqu'on a de plus en plus d'études. Vous disiez tout à l'heure que des entreprises, notamment cotées, qui intègrent des éléments extra-financiers dans leur gestion de performance performent et surperforment, mieux on est capable de poser ab initio des objectifs qui sont mieux qualifiés, qui intègrent aussi la reconnaissance de risques extra-financiers dans la performance et de fait aussi une meilleure place, je pense, de ce leadership féminin dont on parle. Oui. Alors, aussi, quelque chose qui est très exact, c'est qu'effectivement, quand on pousse à la diversité, etc., on est obligé de poser des règles claires et transparentes. Ouais. Et ça, c'est en soi quelque chose... Et de faire la pédagogie. C'est-à-dire que dans le temps, il y a aussi une pédagogie de ces règles. C'est-à-dire que tout ce qui était non dit devient clair et devient... Et ça, les entreprises qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont des gestions extrêmement claires, considérées comme équitables, qu'on soit homme ou femme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on suit, nous, dans la gestion notamment de l'appréhension de ces risques et dans les notations. C'est comment, y compris dans les objectifs donnés aux dirigeants, et de plus en plus, on regarde au-delà, évidemment, du COMEX, on va regarder la ligne managériale, comment sont organisés ces objectifs, comment ils sont reconnus, quelle part dans la rémunération, d'accord ? Comment est-ce que les dirigeants, lorsqu'ils quittent l'entreprise, il y a quelques exemples très récents où de façon remarquable, un dirigeant très connu a dit publiquement, sur les objectifs de long terme qui représentaient 70% de sa rémunération, je ne les réclame pas parce que je quitte l'entreprise et que, de fait, en partant maintenant, ils ne me sont pas dus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement soutenir. Parfait. On va devoir conclure là. C'était une discussion très, très intéressante. Je vous remercie encore, mesdames, d'avoir participé. Je finirai peut-être par un chiffre, une étude publiée par le Forum économique mondial. Au rythme auquel vont les choses depuis 2006, il faudra 100 ans pour atteindre la parité. Je trouve que c'est un chiffre qui est facile à retenir et qui démontre toute l'ampleur du travail qui reste à faire. Mais nous sommes nombreux, et d'ailleurs, malheureusement, nous n'avions pas d'hommes aujourd'hui dans le studio, mais ils sont aussi à nos côtés des alliés très, très importants. Ne l'oublions pas. On vous retrouvera très prochainement pour continuer de discuter ces sujets. Encore merci, et j'espère que vous avez passé un agréable moment.